Je suis arrivée ici à Maquette aux environs de 10 heures. Mes employés étaient déjà là. Et j'étais dans le bain de séchage en train de demander à la fille qui travaille avec moi, en train de lui dire que c'était là, elle me donnait là, n'était pas bien. Il faut qu'elle reprenne cela. Subitement, je vois un monsieur devant moi. Il me salue posément et il me demande, c'est l'atelier de M. Elimbi. Je lui demande pourquoi. Je vous pose une question, c'est l'atelier de M. Elimbi. Je lui dis, et il me demande, il est où, M. Elimbi? M. Elimbi est à la maison, vous êtes son épouse, je dis oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que M. Elimbi raconte? Est-ce que M. Elimbi a le droit d'insulter un héros? Et je lui demande d'aller demander tout ça à M. Elimbi. Dans tous les cas, nous allons verser le sang. Nous ne pouvons pas laisser ça passer. Nous allons verser le sang. Et nous allons revenir. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir. On ne peut pas laisser ça passer. Bon, après, mon téléphone était loin de moi. J'ai même demandé à ma fille de venir prendre mon téléphone, mais entre-temps, lui, il est parti. Il m'a dit, madame, nous allons revenir. Après cela, j'ai appelé M. Elimbi. Je lui ai dit que j'ai reçu la visite d'un monsieur, je ne le connais pas. Et il a dit ceci. Il faut donc prendre une responsabilité. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis partie voir ma belle-mère. Je lui ai demandé, je lui ai dit que un monsieur était là, mais les autres étaient en route. Ils étaient en train de l'attendre et tout. Parce qu'on ne sait jamais, on peut fermer et eux, ils reviennent faire ce qu'ils veulent. J'ai donc demandé à M. Elimbi de prendre ses responsabilités. Ils sont partis, ils ne m'ont pas touché. Mais ils m'ont menacé verbalement. La dénonciation de ce matin est d'une importance capitale. Et je vais passer la parole à Pierre Blériot, justement, pour cet exercice. Alors, parfait, ici, quand on dénonce, il faut exactement dire ce qu'on dénonce. Parce que dans un récit, je l'ai constaté par exemple au niveau des internautes, vous dénoncez une chose et on poste un milieu de votre propos. Les autres, quelques internautes pensent que vous avez dénoncé autre chose que ce que vous avez dénoncé. Aujourd'hui, je voudrais dénoncer l'intolérance vis-à-vis des acteurs médiatiques. Il se vit un moment crucial chez nous. Lorsque vous prenez votre temps de venir présenter des émissions, les panélistes prennent leur temps de venir intervenir. Désormais, il est devenu dangereux simplement d'être présenté sur les plateaux de télévision, de prendre des positions qui peuvent être controversées, qui peuvent contrarier. Mais on n'était pas encore habitué à ce niveau de violence auquel on est en train d'assister progressivement. Du fait d'une prise de position, vous pouvez être menacé de mort. Ouais. Vous pouvez même être attaqué. Des membres de votre famille peuvent être attaqués. Avant d'entrer dans la dénonciation, je vais vous dire, vous savez, j'avais raconté ici que j'avais été victime d'une agression sauvage et l'une de mes épouses avait à l'occasion été violée. Oui. Vous savez ce qu'un monsieur m'a dit sur les réseaux sociaux? Non. Que c'était votre épouse la première fois. La deuxième fois, ce sera vous qui serez violé. Ah bon? Oui. Alors, parfait, quand vous recevez ce genre de message, c'est vous qu'on va violer la prochaine fois, après avoir violé. Bon, chacun est fait du bois dont il est fait. Et le cas qui m'interpelle aujourd'hui, ou qui nous interpelle aujourd'hui, c'est le cas de M. Elimbi Lobé. Un panéliste que vous connaissez. Tout à fait. Un tribun, un homme politique, un leader d'opinion, qui a pris sur lui de faire un certain nombre de déclarations sur notre plateau.
chacun a eu à réagir à sa manière. Vous, le modérateur, vous l'avez recadré. Moi, votre consultant, je me suis désolidarisé de ce propos-là. Mais est-ce que cela autorise les gens à organiser des vendettas visant à aller faire du mal, soit à M. Elimbi Lobé, soit aux membres de sa famille? Est-ce que nous voulons vraiment que cette affaire prenne cette orientation-là? Les Ivoiriens disent, le palabre qui est là, tu sais quand ça commence, tu ne sais pas quand ça finit. Donc, le propos de Elimbi Lobé, que moi je regrette, je l'avais dit, visait à traiter le nationaliste, le héros nationaliste Ernest Ouandji de bandit. Mais je voulais qu'on nous mette une vidéo, vous comprenez, pour que les gens se remémorent l'une des premières personnes à avoir utilisé ce terme, et qu'on voit s'il y avait eu la même levée de bouclier. Parce que je ne vais pas faire des analyses avant les analyses. Tout à fait. Il est question pour nous tous de faire attention aux orientations que nous donnons à ce que nous entendons ou voyons. Très bien. Je ne sais pas si la régie a pu caler la vidéo. J'aimerais qu'on nous la mette et qu'on la suive posément. Ceux qui ont suivi les propos de Elimbi Lobé, qu'ils suivent aussi ces autres propos et qu'on revienne pour commenter et essayer d'apprécier. Alors, le temps pour que la régie essaie justement de nous mettre cette vidéo en place, nous allons justement le redire ce matin. Elimbi Lobé a donc échappé à une agression. C'était hier à Douala, sa ville natale. Sa femme, elle, a été agressée, l'épouse d'Elimbi Lobé. Les informations nous sont parvenus depuis hier. Et ce matin, nous avons voulu effectivement mettre sur la place publique cette dénonciation. Et comme Blériot l'a dit tout à l'heure, avant de passer aux commentaires et autres analyses et probablement autres prises de position, nous voulons d'abord mettre une vidéo qui date de 2020, 5 ans plus tard, pour que nous revenions donc justement sur ce plateau pour essayer d'établir un parallèle, pour essayer de comprendre. Si notre réalisateur ou notre réalisation est prête, nous allons donc suivre cette vidéo, et comme Blériot l'a dit tout à l'heure, on suivra cette vidéo avec grande attention. La vidéo. Je pense que le poste est là. Non, je peux dire, il faut, laissez-moi une minute pour dire ça. Allez-y. Les gens sont très en colère chez moi. Que j'ai dit que Ernest Ouandji, bon, Ernest Ouandji a été exécuté le 15 janvier. Donc le 15 janvier, je sais que beaucoup de gens vont le célébrer et tout ça. Par provocation. J'ai dit, quand vous insultez notre champion, à nous, le président Paul Biya, nous on ne vous dit rien. Voici aussi votre champion que vous êtes en train de soutenir. Voici ce que nous pensions de lui. Ernest Ouandji, en 1970, j'étais un petit garçon. Quand il a été arrêté, le bruit a couru dans le pays bamileke que le chef bandit, le chef des maquisards a été arrêté. Voilà ce que j'ai dit. Et je leur ai dit que voici ce qu'on avait dit. J'ai entendu. Que c'était pas moi. C'est pas moi. Voici ce que j'ai dit. C'est ce qu'on... Maintenant, vous dites que c'est un héros. Voilà ce qu'on disait de Ernest Ouandji. Et j'ai fait dans ce poste-là que voilà comment. Alors, ils sont trop énervés que Momo a sali l'image de... Mais quand même, il faut être sérieux. La question fondamentale, c'est qu'il faut interroger cette période qui a divisé l'Ouest et qui aujourd'hui a des impacts sur notre vivre ensemble. Si Ernest Ouandji est le héros, comme il y a un décret de pacification de la République pris par le chef de l'État Paul Biya pour maintenir la paix, pour faire de lui le héros national. Ceux qui ont tué mon père, le chef Bafou, le chef Ngouajo, le 22 septembre 1959, et qui se réclament
de Ernest Ouandié, qui se réclament comme étant ses partisans. Si Ernest Ouandié est un héros, c'est que ceux qui ont tué le chef Bafou sont aussi des héros. Alors, mon chef est alors quoi? Puisque à cette époque, l'Ouest a basculé dans le maquis. Mais Bafou, mon village, avec mon chef, mon roi, nous ne sommes pas allés dans le maquis. On a donc tué mon chef en disant qu'il est un fingon, qu'il est un traître, qu'il est traître à la cause du peuple. Le peuple dont il parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas le peuple camerounais. C'est le peuple. Donc on a tué mon chef. Parce qu'il a refusé de faire la guerre. On est allé à la chefferie et on l'a éventré. On l'a tué. Oh. D'accord? Et ce sont les chefs, les chefs voisins qui se sont réunis pour dire que allons punir l'autre chef. Et j'ai donc posé la question dans mon poste. En quoi est-il différent de Phil Marshall qui tue les gens dans le nord-ouest et le sud-ouest? En quoi sont-ils différents? Moi, j'abrite chez moi les gens qui sont venus du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont fui de chez eux. Comme hier, nous aussi, nous avons fui notre village parce que le maquis était là. Ma mère avait fui avec mon père pour me cacher à Tchang. Parce que les autres fuyaient pour dormir en forêt. Nous, on est partis pour dormir chez maman Jeanne, là-bas au marché B, à Tchang. C'est là où nous sommes restés jusqu'à ce que le maquis ait fini, avant qu'on nous a ramenés au village. Nous étions les déplacés de guerre. Je pose donc la question. Vous qui sacralisez Ouandié, c'était votre héros. Mais nous, on n'était pas dans votre affaire. Tout le peuple bamileke n'était pas des maquisards. Comme ça se passe aujourd'hui. Il ne faut pas croire, oui, comme ça se passe aujourd'hui dans le Nord. Les gens font croire que les bamileke sont des maquisards et que les bamileke sont toujours des opposants. Les bamileke n'ont pas toujours été des opposants. Il y avait M. Ouandié, il y avait les Momopol, il y avait les Singap Martin, il y avait les Fotso qui étaient des chefs. Et moi, je dis, nous qui étions, Tchang était le chef de région de l'Ouest. Les Abekingé qui sont entrés dans la rébellion, les gens de Tchang qui ont tué mon chef et qui sont entrés dans la rébellion, Tchang a gagné quoi? Nous avons perdu la capitale régionale. On a pris la capitale régionale pour amener à Bafoussam. Bafoussam était un petit bled comme ça. Aujourd'hui, Bafoussam est tellement vaste. Si Tchang était resté la capitale régionale, Tchang, Fongondeng serait dans la ville. Fongo Togon serait dans la ville de Tchang. Fondonera serait dans la ville de Tchang. Sanchu, Fokwe, Bamendou, Penkam serait dans la ville de Tchang. La ville de Tchang serait étendue. La ville, le goudron serait partout là-bas. Donc nous avons perdu. On a mal interprété votre poste. Non, bon, vous savez, moi, j'ai la responsabilité de ce que je dis. Les autres ont la responsabilité de ce qu'ils entendent. Ils veulent entendre autrement. Même s'ils entendent bien ce que je dis, ils vont transformer ça pour me faire mal voir. Ils ne m'aiment pas. Il y a ceux qui m'aiment. Heureusement, ils sont très nombreux. Sinon, moi, j'aurais déjà fermé ma bouche. Mais parce que je vois qu'il y a ceux qui comprennent mon discours. Dans le pays bamileke, à Tchang, les gens ont compris mon discours. Je suis allé faire ce discours-là à Tchang. J'ai dit, vous avez perdu la capitale. Et vous avez tout perdu. Aujourd'hui, vous pleurez qu'on n'a pas goudronné Fongondeng. Vous pleurez qu'il n'y a pas la route bitumée à Fondonera, à Fongo-Tongo. Alors que c'est vous, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut percer l'abcès, enlever le pu avant de soigner la blessure. Il faut reconnaître que nous avons péché. Bon retour sur ce plateau. Nous avons tenu, très chers téléspectateurs, à vous faire parvenir cet extrait du ministre Jean de Dieu Momo, qui est justement ressortissant natif de l'ouest du Cameroun. C'est un entretien qu'il avait accordé à Info TV en 2020. Donc l'entretien date de 2020. 5 ans plus tard, le problème ressurgit au niveau
niveau de la place publique. Alain Douk, nous avons un problème essentiel qui a été soulevé. Ce sont les mots d'Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé a dit que Wandji était un bandit. Et il avait dit pourquoi il a fait savoir. Nous avons suivi le ministre Momo tout à l'heure qui reprend les mêmes mots que Wandji était un bandit. Ça c'est en 2020. Et il cite les exactions qui ont été enregistrées dans cette partie du monde venant de Ernest Wandji ou de ses partisans. Votre réaction à chaud? Déjà, je veux dire ceci. Je ne sais exactement pas pour qui roule Abel Elimbi Lobé. Ce que je vais dire n'engage que moi. Déjà sur les réseaux sociaux, après l'agression ou la prétendue agression de sa femme, il a fait un post, je ne sais pas si exactement le compte en question c'est le sien, mais où il invite déjà les Sawa à sortir pour prendre sa défense, prendre la défense de sa femme par rapport à l'acte d'agression. Je ne veux pas qu'on tombe dans les exacerbations de la violence. Mais pourquoi sur la sortie de M. Elimbi Lobé, j'ai tenu à avoir une position équilibriste et pondérée. Moi, je suis quelqu'un, il faut connaître le background des gens, foncièrement attaché à la vérité et ce que je juge être le concept de la liberté. J'ai payé justement le prix pour ça. Je sors, pour ceux, les gens ne me connaissent que pour ceux qu'ils voient à Info TV, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je sors d'un système politico-religieux où il y a toute une ingénierie administrative qui est mise en place pour qu'on ne parle pas, on ne tienne pas un discours autre que ce qui est la doxa. Mais j'ai triomphé de cela, j'ai dit non, je ne peux pas voir ce qui est blanc et vous me demandez de l'appeler noir. J'ai renoncé à tout, j'ai renoncé à une carrière, j'ai renoncé à tout et j'ai été oppressé. Et jusqu'au niveau où on ne peut pas imaginer. Donc même sur le plan occulte. Mais j'ai dit non, je tiens à ma liberté et je vais parler. Alors j'ai demandé qu'on laisse les gens libres de dire ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que je pourrais être offusqué de ce que Blériot dit. Je pourrais trouver que c'est totalement inepte. Mais je me battrai quand même pour que Blériot ait le droit de dire cette ineptie. Et que je l'écoute. Voilà mon concept de la liberté. Peut-être que la liberté, et je citais Orwell à ce sujet, c'est peut-être laisser le droit aux gens de nous dire ce que nous ne voulons pas entendre. Voilà en ce sens comment je peux défendre M. Elimbi Lobé. Maintenant, je ne sais pas exactement quel est l'arrière-plan du combat qu'il mène, etc., etc. Mais je voudrais qu'on arrête dans l'exacerbation de l'intolérance dans ce pays. On devient foncièrement intolérant et ça me dérange. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait développer une culture discursive, même pour les choses qui nous choquent. On devrait être à même, lorsqu'on dit qu'on est intellectuel, d'écouter tout et d'être pondéré. C'est ça ma formation. Très bien. Donc si les Camerounais ne peuvent pas être ici, au point où même moi, sur ma sortie sur le sujet, je me suis déjà fait agresser. On me dit que je ne serais pas de la cuvée de ceux qui défendent nos héros, comme si nos héros étaient des saints. Je ne confonds pas le statut de héros dans le champ politique avec saint, la sainteté. Hein? Beaucoup de nos héros sont répréhensibles sur le plan de ce que moi j'ai comme valeur. Alors, vous pensez que lorsqu'on va aborder un débat sur nos héros, et je vais vous dire, il a fait tel truc à tel niveau, pour moi, selon mes convictions, ça ne m'arrange pas, et je ne lui donne pas, je ne lui confère pas l'épaisseur que vous voulez lui confier, ça doit faire de moi quelqu'un qu'on doit jeter à la vindicte populaire. C'est de ça qu'il est question. Je veux qu'on apprenne à être pondéré, et qu'on règle les problèmes par la parole, par la discussion. Un homme sage, un homme philosophe, mais ça commence vraiment à nous manquer. Ce que je vois du Cameroun, c'est lamentable. Merci, merci Alain Douk. Pierre Blériot Nyamek, je vous passe également la parole pour votre intervention. Lorsque vous avez suivi le ministre Jean de Dieu Momo revenir sur ces paroles, moi j'insiste dessus, hein, parce que tout est parti de là, cette affaire de bandit. Momo l'a dit en 2020, parce que c'est là le cœur du problème. Que Elimbi Lobé a traité Ernest Wandji de bandit. Momo l'a dit en 2020. Pourquoi Momo n'a pas également été pourchassé à la même hauteur que Elimbi Lobé? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas vraiment des éléments à bien fouiller dans cette affaire?
Bon, je vais commencer par un bout qui ne tient pas forcément. J'étais à Douala récemment et Célestin Diamène allait à la convention du parti de Jean de Dieu Momon. Il y a moins de 6 mois. Célestin Diamène ne savait pas que Momo avait dit que Desbandi était un bandit. Il a dit qu'il va porter plainte. Diamène commence donc d'abord par porter plainte à Momo. Et avant de porter plainte à Info TV, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis petit-fils de nationaliste. Parfait, si vous arrivez dans le village de Ruben Oumniobe, les gens n'ont pas la même... Tout le monde n'a pas la même perception de Oumniobe. Vous comprenez ça? Je vous comprends très bien. Quand Oumniobe est en brousse, il y a des gens qui sont chargés de ravitailler les maquis. Il y a des gens qui collaborent avec les Blancs, qui ne veulent pas collaborer avec l'UPC. Ceux-là, on les appelle les cocons, c'est-à-dire les traîtres. C'est ce que Jean de Dieu Momon appelle les fingons. Il est arrivé que l'armée de libération du Cameroun aille s'attaquer à ces familles et les décime. Vous comprenez ça? Je comprends. Ça s'est produit. Alors, l'histoire est une question de perception. Celui dont le père et la mère ont été tués par l'armée de libération, lui va dire que vos gens sont des héros. Si mon père a été tué parce que vous l'avez appelé Fingon ou Cocon, pour moi, votre Oumniobe est héros. Non, pour moi, il ne l'est pas. C'est une affaire de perception. Celui qui subit une chose, actuellement, si vous allez dans le Nozo, il y a des gens qui vont vous dire que Fid Macha est un héros. Tout à fait. Qu'il veut libérer le Nozo. Nous appelons Fid Macha comment? Terroriste. C'est pas ça? Tout à fait. Demain, lors d'une réconciliation de tout le Cameroun sur la question du Nozo, un chef d'État peut décider de réhabiliter Fid Macha. On peut se dire que les anglophones avaient de bonnes raisons de se fâcher, même s'ils sont allés trop loin. Dans un décret de réhabilitation, les générations qui viendront ne sauront pas comment nous on percevait Fid Macha. On dira de Fid Macha à cette époque-là qu'il était un héros national. Les générations là. Si quelqu'un leur rappelle que Fid Macha était un terroriste, qu'est-ce qu'ils vont dire de celui-là? Ce que je veux dire, c'est que nos ressentis ne doivent pas prendre le dessus. Que quelqu'un perçoive, c'est le docteur Achinko qui disait, pour un enfant, sa mère peut être une héroïne, une femme d'une gentillesse extraordinaire. Un modèle. Pendant qu'elle martyrise son père, votre père peut vous dire que votre maman est le diable incarné. Tout à fait. Pendant que vous pensez que maman est un ange. Chacun vit la relation à l'autre à sa manière. Ce qu'il faut dire en tout état de cause, c'est de garder la ligne rouge. Je veux dire à tous ceux qui pensent à franchir cette ligne, c'est-à-dire à passer à l'acte en assassinant les gens, du fait de leurs opinions qu'on peut contester. Moi ici j'avais contesté le fait que Elimbi Lobe a dit que Wandi était un bandit. Moi ma perception de Wandi c'est qu'il n'est pas un bandit. La perception de Elimbi Lobe c'est qu'il est un bandit. Mais cela ne m'autorise pas à envisager d'éliminer Elimbi Lobe. C'est absurde, c'est terrible. Les Ivoiriens disent palabre qui est là, tu sais quand ça commence, tu sais pas quand ça finit. Évitons d'agiter ce genre de choses. J'ai vu une télévision qui fait toutes ses émissions sur Elimbi Lobe et sur Info TV ces jours-ci. Lorsque on a parlé de cette tentative d'agression de Elimbi Lobe, cette télévision n'a pas cru bon de relayer et de condamner cela, estimant que si Elimbi Lobe meurt entre-temps, ça fait les bonnes affaires. Faites attention, hein. Faites bien attention. Nous tous, nous devons faire attention. Nous agitons trop de mauvaises choses, de choses dangereuses. Ces choses qu'on agite là comme ça et autres. Moi, je pense que restons dans le débat. Celui qui n'est plus capable, le président de la République nous a dit, débattons, ne combattons pas. Quand quelqu'un ouvre la bouche et dit, le pouvoir reptilien de Yaoundé, pour les enfants qui ne comprennent pas bien français, ça veut dire que Biya est un reptile. Ça ne veut pas dire autre chose. Quand tu dis le pouvoir reptilien de Yaoundé, ça veut dire que tu dis que Paul Biya est un reptile. Il y a plus grave d'injure que ça. Paul Biya est au pouvoir. Il y a même la mystique du substantif et c'est plus grave. Paul Biya est au pouvoir avec tous les pouvoirs. Tu finis ton émission, tu rentres. Mais pourquoi nous voulons d'un Cameroun où les gens doivent commencer à dire, dès que je vais dire ceci, on va me tuer,
Le premier à ouvrir la boîte de Pandore ne sera pas capable de la fermer. Il faut que ça s'entende comme ça. Une fois que la boîte de Pandore sera ouverte, on ne sait pas dans quel sens ça ira. Il faut que nous travaillions tous à ne pas franchir cette ligne. Merci Pierre Blériot Niamek.